Bonsoir et bienvenue sur Alafia TV. Vous suivez tout de suite Alafia Hebdo. Alafia Hebdo est une émission politique hebdomadaire qui fait en tout cas le point de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau M. Baladji Touré. Baladji Touré, il est le directeur de publication du journal Reflet d'Afrique. Baladji Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. Et le remerciement est de moi, parce que réellement c'est une aubaine. Donc quand tu as des chances, des opportunités, il faut les saisir. C'est très important. Donc nous remercions Alafia TV. Et je profite également de l'occasion pour remercier Bandjougou Diabaté, M. Sanogo et également M. Bourima Solo. Et toi-même, M. Maïga. Vous avez déjà marché certainement sur ma langue. Je vais présenter ensuite celui qui se trouve à votre gauche, M. Bourima Solo. Bourima Solo, il est également journaliste de formation. Bourima Solo, merci d'être là. Merci Baba Maïga. Bourima Solo, journaliste de profession et linguiste de formation. Alors, vous êtes linguiste de formation. Merci pour la précision. Nous continuons également avec les différentes présentations. Nous recevons également aujourd'hui Bandjougou Diabaté. Bandjougou Diabaté, il a été journaliste à l'Indépendant. Il est journaliste aujourd'hui. Alors, Bandjougou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le remerciement vient tout d'abord. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis le Mali et partout à travers le monde. Merci pour cette invitation pour venir un peu débattre de l'actualité et de la situation du Mali. Merci et puis un bonsoir à tous mes confrères qui sont présents ici sur le plateau. Et nous recevons également quelqu'un qui n'est pas du tout du monde de la presse, mais plutôt, en tout cas, quelqu'un qui s'active dans le monde politique aujourd'hui. Il est le président du mouvement Mali Renaissance, Modibo Sanogo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été quand même secrétaire général adjoint du Bureau national de la jeunesse du parti ADP Maliba. Merci à vous, M. Maïga. Merci bien. Alors, pour commencer ce débat, chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs, nous allons ouvrir ce débat avec la situation sécuritaire au Mali. Tout récemment, entre Boni et Douanza, il y a eu quand même une dizaine de morts, de soldats tués dans une embuscade dans la zone de Douanza, en tout cas entre Douanza et Boni, une embuscade tendue contre les forces armées maliennes, les FAMA. Et donc je vais tout de suite interroger celui qui se trouve à ma droite, Baladji Touré. Baladji Touré, cette situation qui a prévalu au sein du Mali, c'est pas nouveau, en tout cas, ce n'est pas surprenant, mais quand même, c'est un bilan un peu quand même macabre. Oui, ce n'est pas surprenant, comme vous venez de le dire. C'est vraiment triste, c'est déplorable. Voir que, en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une posture de transition, parce que juste après l'éjection d'un régime en fait élu démocratiquement, maintenant nous sommes avec des acteurs de la transition qui sont également militaires, et voir que tout récemment il y a un acte qui s'est passé à Ansongo, particulièrement dans quelques zones à Ouattaguna, effectivement, et dire que ça, en un laps de temps qui est en fait une répétition des mêmes actes dans la même zone, parce que qui parle de Boni, bien vrai, parle du centre, mais parle également du nord, parce que Douanzan c'est également un peu, c'est le centre, c'est également le nord, parce que c'est contigu. Donc, ça veut dire qu'également, ils ne sont pas vigilants. Il n'y a pas également de commission de veille. Aujourd'hui, nous sommes avec des militaires qui se disent connaître mieux, et l'armée qui se disent connaître mieux la sécurité, et dire que avec eux, ces actes abominables se déroulent, et de la sorte des militaires sont tués, des Maliens sont tués, pas seulement des militaires, des civils sont tués tout le temps, à tout bout de champ. C'est vraiment déplorable. Et puis quand nous essayons également de faire allusion aux différents axes du plan d'action du gouvernement, et lorsque le Premier ministre, dans son premier axe, mentionne la sécurité, je dirais qu'il a fauté ici à ce niveau. Ici, parce que du moment où il évoquait, il mettait en évidence l'aspect sécurité,
il devrait directement mettre un accent, il devrait joindre l'action à la parole. Mais nous, on ne voit absolument rien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est déplorable. En fait, c'est ce qui a été décrié en fait, au régime, c'est ce qui a été reproché au régime Ibeka. Ces mêmes actes, le même scénario s'est reproduit encore. Bon, on ne sent même pas de changement. On ne sent absolument, mais lorsque lui parle de rupture de gouvernance, lorsqu'on parle de rupture de gouvernance, on doit mettre un accent sur la sécurité, parce qu'aujourd'hui, le Mali est dans une situation d'insécurité qui ne dit pas son nom. Merci beaucoup, Balaye Touré. Bourema Soulo, qu'est-ce qui ne va pas réellement, selon vous-même? Merci, Baba. Sur ce point, je crois que nous sommes en train d'assister à une recrudescence de l'insécurité. Après, comme on a annoncé, la mort ou la tuerie de 50 civils à Ouattanguna dans la région de Gao, dans le cercle de Dansongo. Et hier, on apprend la mort par embuscade d'une quinzaine de morts. C'est le bilan officiel provisoire. Donc c'est vraiment une recrudescence de l'insécurité après un an après. Concrètement, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est la... Comme je dis, après un an, on est dans une transition. Mais la transition, c'est focalisé sur le pouvoir politique. Et tout ce qui se passe, c'est en matière de partage de pouvoir. Il n'y a pas eu d'acte concret pour arrêter l'hémorragie sécuritaire. Donc, tant qu'il n'y a pas de mesures concrètes pour amener, que ce soit les forces armées maliennes, que ce soit les forces étrangères qui sont sur le sol malien, à coopérer pour endiguer ces attaques. Parce que quand on pense que ces attaques ont cessé ou ne font pas les djihadistes, les hommes armés non identifiés comme on appelle Kourama Hani, qui ne font pas leur attaque, on pense que non, c'est fini. Mais alors qu'ils se préparent. Donc pendant qu'eux ils se préparent, nous de notre côté, on a l'impression que nos forces dorment. On baisse les bras. On baisse les bras. Donc il faut vraiment qu'il y ait une veille. Et parce que dans la zone, il y a quand même les chasseurs d'oiseaux qui sont dans la zone. On n'entend pas une embuscade contre ces gens-là. Mais comment à chaque fois on attend une embuscade contre nous, notre force armée? Moi j'ai l'impression qu'ils ont baisser la garde, donc c'est cette baisse de garde-là qu'il faut éviter et il faut nous prouver que ce sont des militaires, ce sont des forces spéciales qui sont à la tête du pouvoir. Et c'est ça que les Maliens ont besoin. Parce qu'on ne peut pas former des forces spéciales à coût des millions et qui sont au pouvoir et sur le sol ou sur le terrain, on ne voit pas le résultat. Ça c'est vraiment... on peut lamentable. Dire que, voilà, c'est vraiment dommage qu'on arrive à assister à ces résultats. Ce qui veut dire qu'ils sont là pour le pouvoir et non pour l'acte concret. Et il faut qu'ils agissent. Merci beaucoup, Bourema Soulo. Alors, Bandiougou Diabaté, est-ce que c'est de l'inaction de la part du gouvernement? Parce qu'il faut le noter, il y a eu quand même énormément de sous-investis dans l'armée. Le Mali s'est doté de matériel militaire. Aujourd'hui, nous avons énormément de forces étrangères au Mali. Et c'est là, tout de suite, encore davantage, on assiste à des attaques perpétrées contre des civils et contre des militaires. Merci pour la question. Vous venez de dire tout de suite que des millions ont été investis. Investis en quoi? À qui? En armement, aux forces armées maliennes. Mais le problème, c'est quoi? Une guerre, ce n'est pas les armements d'abord. Une guerre, c'est la volonté, c'est mental. Il n'y a pas de volonté. Mais quand tu veux faire la guerre, il faut avoir les hommes. Aujourd'hui, vu le comportement, c'est écœurant de le dire. C'est vrai, c'est notre pays, le Mali. On veut tous le bonheur de ce pays. Mais aujourd'hui, quand tu vois certains comportements de nos forces de défense et de sécurité, ça ne les rassure pas. Et même, ils ne donnent même pas l'espoir de rassurer le peuple. D'abord, on est dans un pays actuellement, on parle de transition, où le système n'existe pas. Le Mali n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Tout de suite, mon frère Bourema vient de souligner, on a formé des forces spéciales. Aujourd'hui, c'est le commandant même de la force spéciale même qui est à la tête du Mali. Mais lui, il pense plus à sa sécurité même qu'à la sécurité du Mali. D'abord, si aujourd'hui, ces attaques-là continuent, ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni je sais que ça ne serait pas la dernière fois. Une fois, j'ai dit ça sur les ondes d'une radio internationale. J'ai dit tout le problème du Mali, c'est un problème de coordination.
tant que toutes ces forces qui sont présentes au Mali n'arrivent pas à coordonner les actions, on ne va jamais s'en sortir. Les FAMA sont là, la MINUSMA est là, Barkhane est là, UITM est là, mais on ne sait même pas qui fait quoi, qui contrôle quoi, qui s'occupe de... J'ai même oublié G5 Sahel. La force Takuba aussi. Là, qui est sur le point d'arriver. On ne sait même pas qui contrôle quoi, qui fait quoi. Mais chaque fois, on nous fait croire que non, ils sont là pour la formation, pour le maintien de la paix. L'UITM a pour... C'est vrai, de former. Les forces mais attends, ça fait mission combien de temps? Au nord du Mali, ça fait combien de temps on nous parle de cette formation? Ça fait combien de temps? Et le résultat n'y est pas, quoi. Plus de 30 ans. Un pays même qui se dit démocrate, indépendant, n'a même pas une armée capable même de sécuriser, même pas, je dirais même pas parce qu'on parle des hameaux, des trucs, des régions. Moi, je dirais même pas des régions, des hameaux. Dieu m'a donné cette chance de parcourir un peu le nord, j'ai vu qu'est-ce que ça se passe. C'est vrai. Souvent, on jette la responsabilité sur les forces de sécurité. Moi, mais souvent, j'ai l'habitude de le dire, c'est vrai. Vous accusez qui, vous? Ils sont dans des conditions un peu déplorables. Ça aussi, il faut reconnaître. Mais c'est le système, il faut accuser. C'est qu'ils sont à la tête du système. C'est qui est à la tête du système? Mais les autorités. Parce que puisque quand tu vas amener les hommes au combat, c'est vrai, le militaire, la sécurité, lui-même, il doit être sa propre sécurité. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Moi, je l'ai dit ça tout le temps. J'ai dit, c'est vrai, vous vous plaignez, vous n'avez pas d'équipement, vous n'avez pas de matériel. Mais comprenez qu'une guerre, c'est d'abord dans la tête. Mais la guerre, ça se fait sur le terrain, non à Koulouba. Mais bien sûr. Dire quoi. Mais concrètement, comment, sur le terrain, qu'est-ce que le système ferait? Parce que le système, vous l'entendez par les autorités. Si le système veut réellement avoir une armée forte, engagée, patriote, parce que ça, il faut souligner ces mots. Aujourd'hui, on voit comment ça se passe même au niveau des recrutements. Aujourd'hui, ce problème de l'armée au Mali ne doit pas surprendre quelqu'un. Pour celui qui analyse les 20 dernières années, la situation du Mali, on a vu comment s'est passé les recrutements. Donc les effectifs, en tout cas des forces armées, ce sont des effectifs incapables d'assurer la sécurité. C'est impossible, ils ne peuvent pas, disons-nous la vérité. Alors, Modibo Sanogo, comme vient de le dire Bandjougou Diabaté, lui, en tout cas, personnellement, il accuse le système de ne pas fonctionner bien, normalement, mais surtout, principalement, le plus haut niveau, les autorités politiques qui manquent de vision politique, peut-être. Selon vous, est-ce que réellement c'est une question d'absence de vision politique ou de volonté politique, ou c'est quoi réellement, qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes attristés par ce qui s'est passé au centre du pays, et 15 morts et une trentaine de blessés. C'est vraiment lamentable ce qui s'est passé. Maintenant, il faut également comprendre que nous sommes dans une guerre asymétrique. Et pendant la guerre asymétrique, il est difficile d'identifier l'ennemi. L'ennemi peut se trouver un peu partout. L'ennemi peut se trouver un peu partout. Du coup, pour ça, il faut une complicité des populations. Une complicité des populations pour faire face à l'ennemi commun. Maintenant, très souvent, nous avons constaté qu'il y a des difficultés entre les gouvernants dans la zone et les populations. Si les populations se trouvent un peu marginalisées, un peu délaissées par les gouvernants, alors ils ne fourniront pas d'efforts pour les accompagner, pour les aider à combattre ces djihadistes. Moi, c'est un peu la vision de la chose. Et je crois que les autorités actuelles qui sont là doivent essayer de fournir encore un peu plus d'efforts. Il a souligné un point où nous avons déployé beaucoup de moyens avec le plan d'action gouvernemental pour faire face à l'ennemi. Et nous avons d'autres partenaires qui sont là, ici au Mali, et qui sont bien équipés d'ailleurs. Mais jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à faire face parce qu'il n'y a pas une complicité entre l'État et les populations locales. Mais pourquoi, selon vous? Pourquoi il manque cette complicité? Alors, je dirais que cette manque de complicité est due au népotisme, honnêtement. Il y a une guerre asymétrique aussi qui se trouve. Une guerre asymétrique, une guerre intercommunautaire également qui se trouve là-bas. Est-ce qu'il y a une guerre entre nos communautés même? Là, je crois qu'il y a des complications entre les communautés. Les communautés Dogon, surtout Peul, au centre du pays. Alors l'un est en train d'accuser l'autre et c'est à l'État de trancher. L'État doit être là
pour amener l'ordre. Est-ce que les Dogons accusent les Peuls ou les Peuls accusent les Dogons? Est-ce que ce n'est pas quelques groupuscules s'identifiant souvent Peuls ou s'identifiant souvent Dogons qui, en tout cas... Je pense que l'un accuse l'autre, mais le problème n'est pas d'eux. Je pense qu'ils sont infiltrés par des djihadistes. Moi, je préfère que tu emploies le mot terroriste que djihadiste. Exactement, Voilà. terrorisme. Ça dépend. Pourquoi djihadiste, pourquoi terroriste? Peut-être qu'il faut édifier les gens. Je peux réagir. Allez-y, monsieur Baladi. Au fait, monsieur Diabaté, monsieur Sanogo a utilisé des propos, en fait, pour lesquels moi je ne suis pas trop, parce que moi j'évite présentement d'utiliser le terme, soit le qualificatif guerre asymétrique. Parce que c'est politique, et puis c'est des propos occidentaux. Mais c'est quand même une guerre asymétrique. Non, c'est pas asymétrique chez nous au Mali. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les zones dans lesquelles les terroristes existent sont connus du peuple, sont connus des autorités, sont également connus des forces partenaires. L'aménagement et d'autres forces également partenaires connaissent réellement la situation géographique de tous ceux-ci qui font peur, qui sèment la terreur au sein de nos communautés. Non, maintenant, il faut faire quoi? Quand on parle de guerre asymétrique, c'est parce que l'ennemi n'est pas visible. Aujourd'hui, ce n'est pas ce contexte-là. Aujourd'hui, ce n'est même pas des ennemis qui sont plus forts que l'État. Il faudrait qu'ils soient connus. Ils partent dans les marchés, ils s'approvisionnent dans nos marchés. Je crois que la symétrie pourrait se comprendre surtout par rapport même au niveau des forces, de la capacité même de ces forces-là. Est-ce que le niveau... C'est un État quand même, ce n'est pas un État contre un État. Aujourd'hui, c'est des groupes qui sont souvent infiltrés dans les populations. Que, par exemple, on peut aujourd'hui, moi je dirais que... Et la force, c'est pas la même chose. Je m'excuse. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ils ne sont pas infiltrés. Ils sont connus de tout le monde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand tu parles dans les zones comme Mopti, quand tu es au-delà des Mopti, il te suffit tout simplement de parler et le lendemain, il se présente chez toi, il te tue. Voilà. Parce que ça veut dire qu'ils sont connus. Non, ça veut dire tout simplement qu'ils sont connus. Ils sont connus, mais ce qui en fait, Sanogo a dit, ils ne sont pas en fait la population. La population ne peut pas, soit les populations de ces zones ne peuvent pas, les populations de ces zones ne peuvent pas collaborer avec nos forces du moment où l'État n'existe même pas dans ces zones. L'État n'existe pas dans ces zones-là. Oui, il y a l'absence de l'État qui est à décrier, mais aussi il faut noter qu'il y a la méfiance aussi de l'État. Parce que la méfiance, où est-ce que la méfiance, d'où est-ce que la méfiance? Qui est méfiant ou c'est les populations? La population est méfiante vis-à-vis de l'État. Parce que c'est quoi? Notre système, on a un État qui est basé sur la répression des populations urbaines. Vous voyez, donc rurales, j'allais dire, des populations rurales. Donc des populations qui vivent loin des centres-villes, des agglomérations, sont rackettées, sont sous le joug des administrations. Donc du moment où ils ont une alternative, et l'alternative c'est quoi? Les terroristes jouent sur cette alternative-là. Il a mis la justice, exactement, de la justice, de l'équité, des droits. Voilà, nous on est là, on vous donne ça. Donc, mais nous, parce que nous on était jeunes, quand on est enfant, quand on voyait dans nos villages les porteurs d'uniforme, on courait, on fuyait ces gens-là, parce que pour nous c'était le symbole de la répression. Et c'était ça aussi, parce que du moment où on voyait des gendarmes ou des policiers chez nous, c'est venir arrêter quelqu'un ou venir frapper un village, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a ça c'est vraiment incontestable en milieu rural. Donc maintenant, c'est que la guerre asymétrique, on est d'accord, c'est une guerre asymétrique parce que les terroristes ne sont pas connus. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que leur terrain est connu. Leur terrain est connu. Sur quel terrain il opère? Ils sont très mobiles. Non, c'est seulement dans non. Parce que quelle que soit leur mobilité, on sait quand même que dans la région de Mopti, dans telle partie de Mopti, ils sont plus actifs. On le sait, Boni, on sait qu'aujourd'hui, même quand on n'est pas militaire, on sait aujourd'hui que sur l'axe Douanza-Boni, il y a beaucoup d'attaques. Ça, tout le monde le sait.
Mais pourquoi ne pas prendre des précautions? Pourquoi ne pas... Moi, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi j'ai dit... Je rappelle encore du cas de Bounty, par exemple, où les forces françaises avaient tiré avaient en tout cas tué des gens et considéré par Barkhane. Ça, c'est des bavures. Voilà, ça, c'est des bavures. C'est pas facile de l'identifier en réalité. Non, ce n'est pas l'identification le problème. Le problème de notre armée, ce que je considère comme problème, c'est vraiment la précaution. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas assez de précautions quand ils vont dans des terrains dangereux. Parce qu'ils savent, en partant là-bas, une fois ils quittent Sévaré, ils savent qu'ils sont exposés à tout moment. Ils peuvent être cibles à tout moment. Donc, il faut être vraiment prêt à tout moment pour y réagir. Et moi, j'ai un vieux colonel qui me disait ça. Il me disait que les jeunes de maintenant, il a parlé de recrutement. Les jeunes de maintenant sont recrutés où ils s'intéressent à l'armée pour avoir des téléphones et des motos. Oui, c'est tout. Il dit que ces jeunes-là ne sont pas engagés pour combattre. Parce qu'il dit la finalité des formations qu'on leur donne, c'est de les appliquer sur le terrain. Mais du moment où l'ennemi t'attaque, au lieu de t'appliquer la formation qu'on te donne, qu'on te dispense, toi tu cours, ou tu continues à courir, on te tire sur le dos. Voilà, il a dit que c'est vraiment ce problème. Il faut combattre ce système pour, à travers des recrutements normaux. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter une dernière chose avant d'aller sur un autre sujet? Pour combattre ces systèmes, pour combattre ces djihadistes, il faut une terroriste. Pour combattre je te dis, utilise toujours le mot terroriste. Okay. La djihad est autorisée, excuse-moi pour cette précision-là. Parce que les Occidentaux... Quelle djihad est autorisée, par exemple? La djihad est autorisée en islam. Que ce soit la djihad intellectuelle. Au fait, ici, nous ne sommes pas dans une république islamique. Donc, on ne peut pas appliquer de la djihad au sens propre, comme on le dit. On est dans une république laïque, mais le mot djihad existe en islam. Même le fait de sensibiliser, conscientiser quelqu'un sur le droit chemin, c'est une djihad intellectuelle. Je suis désolé, l'islam n'a jamais autorisé à tuer. Ces gens, c'est des terroristes. Ils ne tuent pas. Non, ce ne sont pas des djihadistes. Je suis désolé. Mon frère. C'est un terrain, je crois que le fait de décider, par exemple, d'aller en guerre pour la cause de l'islam, pour la défense des vertus islamiques. Je pars là-bas, je vais me tuer là-bas pour la cause de l'islam. Donc je suis censé être un fait de djihad. Je vais vous dire quelque chose, nous sommes tous des journalistes. Les médias occidentaux ont fait ces jeux de mots qui nous ont tous piégés. Non, il faut juste dire qu'il y a djihad et djihad. Non, oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. La djihad est autorisée. Djihad et terrorisme. La djihad est autorisée en islam. Mais le terrorisme, nous, on doit plutôt parler du terrorisme et non du djihad. Nulle part il n'est dit un musulman doit aller tuer un autre musulman. Non, c'est le terrorisme, ils le font. C'est bien plus clair. Voilà, rapidement. Lorsqu'un musulman tue un autre musulman... Il ne tue pas les musulmans, ces gens, ils ne font que de lavage de cerveau. C'est des trafiquants de drogue, c'est des narcotrafiquants. On connaît les historiques, on connaît les terroristes. C'est des terroristes. On va finir mon nom. Ils le font à eux-mêmes, non, pas au nom d'une religion. Parce que je ne sais pas pourquoi je vais te dire ça. Non, ils ne se revendiquent pas, c'est ce que j'ai dit. C'est des jeux de mots. Parce que aujourd'hui, le monde est confronté à un problème. Quand tu veux avoir l'aura, la notoriété, le truc, il faut juste t'attaquer aux musulmans. Quand on dit, non, c'est les musulmans qui ont fait ça, tu vas voir, tous les médias vont commencer. Bon, ça, c'est la théorie du complot. Voilà, c'est tout. On ne peut pas vérifier ça. On peut vérifier, bien sûr. On peut rapidement finir avec ce sujet. Pour rapidement terminer avec ce sujet, alors je dirais que l'État doit être en complicité avec les populations locales. Seulement comme ça, ils pourront faire face à cette situation. C'est ça. Et pour cela, il faut que l'État arrive à mettre en confiance. Au-delà de ça, apporter les services sociaux de base. Ça, c'est les mettre en confiance. Les sorties sociaux, comment dirais-je ça? Le mot m'échappe déjà. Ok. Assurer le retour de l'administration. Le retour de l'administration. La justice. La justice. Assurer les services minimums pour les populations locales. C'est ce que je cherchais. Voilà. Aucune puissance n'arrive à faire face aux guerres asymétriques. Donc, ne nous voilons pas la face en disant qu'avec des équipements, nous pouvons être ainsi, nous pouvons être comme ça. Chaque pays
doit trouver sa propre solution face à ce qu'il traverse. Et ce que nous traversons, seulement la population locale pourra nous aider à faire face. Ça, c'était ce que j'avais ajouté sur ce point. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait donc bientôt, bien plus, ça fait quelques jours déjà que la transition politique au Mali a 1 an. Donc, le coup de force a eu lieu le 18 août dernier, 18 août 2020. Donc, le 18 août dernier, la transition, en tout cas, a eu 1 an. Alors, quel est le bilan que nous, journalistes et observateurs, quel bilan nous en faisons aujourd'hui? Nous venons d'apprendre également tout à l'heure que depuis le vendredi, en tout cas hier, que Bandao, l'ancien président de la transition, et Mokhtar Wane, son premier ministre, ont en tout cas déposé une requête au niveau de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO, et pour demander d'être dans leur droit, d'être libre. Ouais. Voilà. Baladji Touré, excusez-moi, vous, quel est votre bilan de 1 an de la transition et qu'est-ce que cela, pour vous, donne comme sens, signifierait pour vous? Au fait, moi je dirais que du 18 août passé à ce 18 août, je ne vois rien de concret. Et lorsqu'on parle de changement, parce que ceux-ci-là se sont insurgés contre un régime, ce n'est pas, en fait, je ne suis pas partisan du régime précédent, mais je dirais tout simplement que en fait, les mots qu'ils ont eu à souligner, ils ont parlé d'insécurité, ils ont parlé de système, ils ont parlé de corruption, ils ont parlé ils ont cité tous les mots qui pourraient en fait leur être profitables pour se faire accompagner le peuple. Parce que c'est avec ça parce que le peuple est réellement dans le besoin. Les Maliens sont dans le besoin. Donc ils ont joué sur le mental du Malien pour se faire un petit peuple et pour être vu par les médias occidentaux, dire réellement qu'au Mali ça ne va pas. Mais lorsqu'ils sont venus, je vois qu'ils n'ont pas créé de fossé dans leur manière de faire avec le prédécesseur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les postes ont été répartis comme ça. C'est comme on le dit en Bambara, Nemuru Babe ou Dama. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait parce que du président. Parce que les militaires sont venus. On est loin du Mali nouveau. On est très très loin. On ne peut même pas envisager le Mali nouveau parce que d'abord, ceux qui sont là, le premier président de la transition Bandao, il est venu comment? C'est pas des relations qu'il est venu. Et ceux-ci nous ont fait croire que Bandao... Pas des relations, c'est quand même grave. C'est pas des relations. Il n'est pas... D'abord, il n'était pas un acteur. C'était pas un choix. Il n'était pas un acteur du putsch. Mais les putschistes n'ont pas voulu assumer leurs responsabilités. Ou même ils avaient peur. Le connaissait aussi. Il fut leur ministre. Non, les putschistes, les putschistes, de la défense. Et les militaires également. Voilà. Et les militaires également. Mais ils n'ont pas voulu jouer leurs responsabilités parce qu'en jouant les responsabilités, ils devraient tout simplement... C'est une exigence de la CEDEAO. Non, mais ce n'est pas Bandao qui a été choisi par la CEDEAO, mais c'est eux qui ont choisi Bandao. Parce que la CEDEAO n'a pas voulu. Aujourd'hui, nous sommes dans cette phase-là. Voilà, parce que c'est les militaires non, ils n'ont pas joué ça. En jouant assez de la CEDEAO. Ils ne pouvaient pas. Mais il y avait toujours... Le pays était asphyxié. Non, je m'excuse. Avec toujours la CEDEAO est toujours là. La CEDEAO a toujours ses principes. Et les principes de la CEDEAO ne sont pas allés. En fait, ils sont toujours là. La CEDEAO demande à ce que le pays soit géré par quelqu'un qui n'est pas militaire. Non. Ils ont dit un civil ou un ancien militaire. Aujourd'hui, qui est à la tête du pays? Il y a eu un deuxième coup de force. Non, ça veut dire tout simplement que c'est là au début, c'est comme ça qu'ils devraient réagir pour que nous ne soyons pas en retard. Parce que le pays a besoin réellement
d'être géré. Le pays a besoin d'hommes forts. Maintenant, ceux-là, par leur système, n'ont pas du tout apporté un changement. Et il faut voir le premier ministre, Mokhtar Wane. Mokhtar Wane, c'est par également des relations qu'il est venu. Mais Mokhtar Wane, en tant que tel, il est du même système. Lorsque tu parles de système aujourd'hui, on te dit non, un homme peut venir, il va changer de système, même s'il était de l'autre régime. C'est faux, archi faux. Quelqu'un qui a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, il est du même système, il lui serait difficile de se débarrasser de sa façon de voir. Alors, est-ce que ça a été une bonne idée de déposer cette requête-là à la Cour de justice? Non, mais c'est une bonne idée. Ça, c'est leur liberté. Ils ont tout à fait le droit de revendiquer cette liberté-là. Mais ce qui est sûr, 1 an déjà, rien de concret. On a combattu Ibeka et son staff pour cause d'insécurité. Aujourd'hui, hier tout près, il y a eu un cas d'insécurité. On a combattu ceci-là pour un problème de corruption. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui marche? Les institutions sont là. Et qui veut, je le nomme, dans telle institution? Il faut voir la composition même du CNT. Avoir tout simplement la composition du CNT, on sent directement qu'il n'y a pas eu de changement. Parce que moi, j'ai échangé avec quelqu'un qui me dit qu'il a bénéficié d'un appel téléphonique de quelqu'un de haut placé pour lui dire s'il veut être un membre du CNT. Ça veut dire que c'est comme ça que le CNT a été composé. C'est déplorable, quoi. C'est déplorable. Donc moi, je dirais que réellement, on peut parler de toutes sortes de changements. Merci beaucoup. Alors, est-ce que pour vous, rien n'a changé, comme l'a dit Baladji Touré, parce que quand même, il y a eu quand même des actions qui ont eu lieu. Il y a eu la mise en place du COS, le comité d'orientation stratégique, entre autres. On ne va pas travailler. Alors, parce qu'il y a eu un coup de force, un nouveau coup de force. Oui, mais il y a quand même des changements. Le changement notoire qu'on a vu, c'est vraiment la cessation des manifestations intempestives, comme on le sait sous Ibeka. Ça, il n'y a pas eu de manifestations contre Assimi et ses hommes. On a eu quelques manifestations pour lui soutenir ou pour demander la prorogation. C'est la nouvelle opposition. Voilà. Sinon, voilà, on peut leur donner ces mérites d'avoir fait saisir la rue de Grondé. Mais sur les autres plans, comme l'a dit mon confrère et mon voisin de gauche, il n'y a eu aucun changement dans ces pays-là. Que ce soit, même ça a aggravé d'ailleurs. Parce qu'au temps d'Ibeka, on ne mangeait pas ou on n'achetait pas la viande à 3200 francs, à 3300 francs. Moi, aujourd'hui, quand je sortais à la maison, ma femme me disait vraiment, on ne peut plus acheter de l'huile sur le marché. On ne peut plus acheter de la viande, on ne peut plus acheter du poisson sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça a aggravé la situation. Et sur le plan sécuritaire, on en a dit... ce jeudi, il y a eu des morts d'hommes. On a débattu sur lors du premier point. On a vu tout récemment à Ouantagouna, des civils ont été tués. On voit dans certaines zones, les gens ne peuvent plus à Dinankuru, à Farabougou et à Gossi, comment dirais-je, Yabali, tout ça. C'est des zones où l'administration est absente. Et tout ça était les griefs qu'on reprochait à Ibeka. Et sur le plan de l'éducation, qu'est-ce que ces membres de M5 qui n'ont que dans leur CV être membre de M5 pour être dans le gouvernement. Moi, je parle de changement parce que les enseignants ont été utilisés pour être là où ils sont. Mais aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui combattent l'enseignant. On parlera de ça tout de suite. Donc, Bandjougou Diabaté, est-ce que vous croyez, comme Bourema Soule, comme Baladji Touré, que rien n'a changé dans ce pays-là depuis le 18 août 2020? Depuis le 18 août 2020, mon frère, comme je t'appelle, le prince Songoï, tout le Mali est unanime qu'il n'y a pas eu de changement. Moi, c'est déplorable, c'est décevant de voir d'abord, ils ont souligné l'aspect de la CEDEAO à imposer un président, un choix. Moi, c'est déplorable. Quand je vois ça, je pleure. Je dis, mais comment? C'est vrai, le Mali, on est dans une communauté, je suis d'accord. C'est vrai que les gens se soucient de nos problèmes. Mais nous-mêmes, est-ce que nous-mêmes, nous sommes responsables? Ces gens qui se tapent la poitrine pour être sur les mêmes tables avec les acteurs de la CEDEAO pour dire, trouver une solution à nos pays. Mais je suis désolé, pendant 30 ans, vous avez géré ce pays, vous êtes incapable de trouver une solution pour votre propre pays. La solution doit toujours venir de l'extérieur. Mais il faut que ça cesse. Non, parce qu'on fait partie quand même d'une communauté. Non, bien sûr, même si on a signé des traités, le Mali a ses lois et ses principes.
Le coup d'État a créé une situation exceptionnelle. Non, je suis désolé, mon frère. Je vais te dire quelque chose. Le Mali a signé des conventions, des traités. Écoutez, c'est pas au Mali seulement, il y a eu des coups d'État. Non, mais le Mali est quand même dans la CEDEAO. Non, le Mali est dans la CEDEAO. Il y a beaucoup de pays où il y a eu des coups d'État. On n'a pas vu la CEDEAO aller imposer. Au Burkina, ça s'est passé la même chose. La CEDEAO a imposé. La CEDEAO a dit. Je suis d'accord qu'ils jouent les rôles de régulateur, de mais ça va nous trouver bonne personne ou mauvaise personne. Le problème, c'est quoi? On va le laisser finir. Le problème, c'est quoi? Je peux appuyer un peu. Et en fait, quoi qu'il soit, et la ratification du Mali des textes de la CEDEAO, mais il faudrait savoir que le peuple du Mali est supérieur à la CEDEAO. En même temps, la constitution, mais le peuple ne s'est pas manifesté. La constitution de la République du Mali, le peuple ne s'est pas manifesté. Ce que le Mali doit signer comme acte doit être un rapport. Comment le peuple peut se manifester? Tu viens de souligner une idée tout à l'heure là. Mais quand tu prends, excuse-moi du terme, que le peuple malien m'excuse, mais tu prends sur les 100% de la population malienne, il y a 70% qui est analphabète, qui ne sont pas analysés, qui ne sont pas critiqués. C'est vrai, nous, les médias, on contribue à les rendre ignorants à travers certains radios. Non, quand je dis nous les médias, mais c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, quand tu écoutes certains... Ouais, quand je dis nous les médias, c'est vrai, c'est entre guillemets certains, mais... C'est la réalité. Hein? C'est la réalité. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, si rien n'a marché au Mali, même aujourd'hui... Donnez-nous un exemple concret, par exemple, où les médias ont... Mais aujourd'hui, quand tu prends par exemple, excusez-moi pour mes confrères de revue de la presse, aujourd'hui, Touré va écrire son article, toi tu vas faire son reportage. Quand ils vont commenter autrement, pour plaire aux gens. Et non pour commenter la réalité. Bien sûr. C'est pour cela que je dis quand les médias aussi jouent un rôle un peu important dans ça. Excuse-moi, quelques minutes pour finir par rapport à la situation. C'est vrai qu'on va parler de la situation du Mali actuel, on ne va jamais finir. Le problème, rien n'a marché. Tout le monde est unanime là-dessus. Aujourd'hui, par exemple, le Premier ministre Mokhtar Ouane et Bandaou, l'ancien Premier ministre et l'ancien président Bandaou, sont partis à la CEDEAO. Oui, j'ai vu cette requête-là par le biais de leur avocat. Important, quoi, tu vois. Non, parce qu'aujourd'hui, ils savent que leur avocat, Maître Ismaïla Konaté, il a tapé à toutes les portes. Il n'a même pas eu l'accès même à ses clients. Maintenant, c'est quand même grave. On dirait qu'on n'est même pas dans un pays de droit. Cela veut dire on est dans une jungle. Cela veut dire que la justice même est contrôlée et manipulée. C'est ça. C'est la raison pour laquelle leur dernier recours, c'est la CEDEAO. Il faut qu'ils se rabattent sur la CEDEAO. Non, c'est normal, c'est ce que j'ai dit. La CEDEAO, le rôle de la CEDEAO, c'est vrai, je ne suis pas contre son rôle de régulateur, de médiateur, mais il y a des décisions au Mali, par exemple, concernant la gestion du Mali, la CEDEAO peut donner sa contribution, mais la gestion du Mali doit être faite par les Maliens. Non, c'est parce que ce sont des militaires. C'était des militaires qui ont imposé. Même si c'est les militaires, écoute-moi. Même si c'est les militaires. Ils n'ont pas imposé. Ils n'ont pas imposé. Aujourd'hui, je suis d'accord. C'était des militaires. Assimi est au pouvoir, je suis d'accord. Même si c'est les militaires, ils ont posé, ils ont joué sur une certaine faiblesse. On sait comment ça se passe. Tu crois que la CEDEAO se lève comme ça pour dire il faut faire ceci? Il y a des dirigeants maliens aussi qui ont des contacts là-bas, qui les parlent. Mon frère. Moi, j'ai dit, on va nous faire parler. On va avancer un peu. Voilà. On va finir avec ce sujet pour laisser la parole, en tout cas, on va laisser la parole à Modibo Sanogo pour nous dire exactement quel est, Modibo Sanogo, votre bilan de l'an 1 de la transition, mais également votre point de vue sur le dépôt d'une requête au niveau de la Cour de justice par les cieux Bandaou et Mokhtar Ouane. Bien. Les problèmes ne font pas de grève au Mali. Les bonnes intentions du type il suffit ont très peu d'impact sur les risques de désagrégation de notre pays. Il faut comprendre que pendant un pouvoir transitoire, quand il y a un changement de gouvernement, c'est qu'il y a un échec. Nous devons plutôt faire le bilan des 10 premiers mois de la transition. Et lorsque le Premier ministre a présenté son plan d'action gouvernemental en février, alors il y a des points qui ont surtout attiré mon attention, c'était la question sécuritaire et les réformes politiques et institutionnelles. Alors, sur la question sécuritaire, on a parlé de désarmement, démobilisation et réinsertion. Et l'autre point, c'était également la dissolution des milices. Un budget d'à peu près 311 milliards environ a été voté pour ça. Et nous n'avons pas vu le résultat. Et par rapport aux réformes institutionnelles, on parle des élections normalement en février. Et qu'est-ce que nous avons vu comme jalon depuis lors? Donc je dirais que
Les 10 premiers mois de la transition ont été tout simplement un échec. Maintenant, par rapport à... Donc peut-être qu'il faut, je reviens peut-être sur la question de la prolongation de la transition, peut-être qu'il faut donner du temps à la transition pour pouvoir mieux refonder la nation. Alors, comme je l'ai dit très souvent, une réforme, pour que ce ne soit pas une mesure, doit prendre du temps. Ça doit prendre du temps. Toutes les couches de la population, dans les villages, dans les communes, dans les cercles, dans les régions, tout le monde doit être concerté pour prendre son avis afin de tirer une conclusion qui sera la meilleure version. Et il est clair qu'on ne peut pas le faire d'ici février. Monsieur, à vous-même de voir. Non, c'est important de savoir ce que vous en pensez. Moi, je pense honnêtement qu'on ne peut pas le faire en février. D'accord. Vous soutenez la prorogation du mandat de la transition oui, dans les normes, si la réforme constitutionnelle se fera bien évidemment. Vous préférez la prolongation? Alors, je suis désolé, moi je ne suis pas pour la prolongation. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, on est militaire, quand on prête serment, il faut le tenir. Hein. Ouais. C'est eux qui sont venus, ils disent qu'ils peuvent apporter ce changement. À 18 mois. Tout le monde est unanime pour quelqu'un qui réfléchit, intellectuel, voilà. Et pour une personne réfléchie, tu sais que c'est impossible. Le changement qu'eux, ils ont prôné dans les discours, c'est impossible de les tenir au Mali, même pendant 10 ans, 30 ans, c'est impossible. Tant qu'on ne recycle pas, excusez-moi du terme, l'esprit malien, comme j'ai l'habitude de dire, il faut réformater l'esprit malien, il faut trouver des hommes à la place, il faut mettre des hommes à la place qu'il faut, laisser les histoires d'appartenance, de récompense. Donc le colonel Assimi Goïta et le docteur Choguel Kolamega ne sont pas à leur place, ils ne sont pas mieux placés pour conduire cette transition. Je suis désolé, moi, à mon avis, Assimi, je peux dire, lui, il peut être à sa place, mais Choguel, je ne dirais pas non. Parce que, pour moi, c'est inconcevable. Il a fait tout le système, il était dans le système. Pourquoi il n'a pas décrié, pourquoi il n'a pas apporté toutes ces réformes? Et ça, à 18 mois, il veut nous parler de ces histoires d'organes uniques. Étant ministre, il ne pouvait pas... Non, je suis désolé. Dans la vie, il faut avoir une conviction. Moi, il faut se fier à Dieu et à ta conviction. Il ne s'agit pas des postes nominatifs ou au fils d'ici-bas pour sauvegarder un poste. Soit tu rentres dans un pays, dans un gouvernement par conviction pour aider ton pays, ou soit si tu viens pour le prestige ou le privilège. Le problème, c'est Choguel ou les politiques. Mais attendez, tout le monde est politique. Votre histoire de mot politique, je ne sais pas quelle définition vous donnez au mot politique. Non, je veux savoir, le problème est Choguel ou politique? C'est ce que je demande. C'est les politiques ou c'est Choguel le problème? C'est le système. Moi, c'est le système, c'est politique, c'est ça, il faut changer. Mais ce n'est pas Choguel. Pourtant, pour des problèmes politiques, il faut des solutions politiques. Je suis désolé, c'est pas forcé. Mokhtar Ouane est un politique. Non, je suis désolé. Ce n'est pas un politique. Non. Et pourtant, il a fait 10 mois à l'état de gérer la transition. Et qu'est-ce que nous avons vu comme résultat? Il a fait 9 mois. Oui, il faut l'arrondir à 10. Au Mali, ça nous fait combien d'années vous nous racontez ces histoires? Il faut les hommes politiques à la place qu'il faut. Ces hommes politiques-là, si réellement ils ont voulu changer le Mali, aujourd'hui, ils nous parlent de démocratie. Aucune condition n'est réunie pour parler de la démocratie au Mali. Mais pour diriger, il faut un projet politique. Mais bien sûr, je suis d'accord. Mais ces projets politiques-là, si on les classe aujourd'hui, on peut les classer en 5 groupes. Là, on peut parler de la démocratie dans un pays. Aujourd'hui, ils se tapent la poitrine. Nous sommes les pères, c'est nous qui avons amené la démocratie au Mali. Mais... les empires qui ont existé, il y a eu des démocraties bien avant. Aujourd'hui, je vais finir court. Aujourd'hui, pourquoi j'ai dit il faut 5 piliers pour parler de la démocratie d'un pays. D'abord, il y a l'autosuffisance alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'autosuffisance alimentaire assure au Mali? Non. Il faut parler de l'éducation. Ça nous fait 30 ans, le système éducatif, le malien est fini. Ça n'existe plus. Il faut parler de la sécurité. Aujourd'hui, c'était le premier thème que tu as parlé. Il faut parler de la santé. Bandjougou, vous, dans l'avenir, rapidement, si jamais on vous empêche de mettre en œuvre un projet politique de votre département ministériel, vous démissionnerez? Mais bien sûr. Directement. Direct. Merci beaucoup. Alors, le temps nous le dira. Inch'Allah. Baladi Touré, on va revenir avec vous sur
sur la question du contexte tendu, en tout cas un contexte tendu entre les enseignants et le gouvernement malien. On sait aujourd'hui que l'application de l'article 39 est le seul problème, le seul hic aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, l'école malienne est en train de traîner et l'école malienne, elle est à bout de souffle. Bon, moi, pour répondre à la question, moi, je ne lis pas les problèmes de l'école du Mali à l'article 39. Bien avant l'existence de cet article, il n'existait même pas d'école au Mali. Il faut voir qu'est-ce qui se passe au Mali parce que lorsque vous évoquez en fait le DF, les examens se sont déroulés comment? Depuis 20 ans, depuis des en fait, décennies, c'est de la même manière que les examens sont déroulés, mais on met les élèves à l'épreuve sans aucune condition. Et puis le problème c'est quoi? Aucune déontologie et pas d'éthique du corps enseignant généralement pour la surveillance de ces examens-là. Il faut voir. Ce n'est pas l'article 39 qui pose un problème à l'école. Hein. Il faudrait qu'on sorte de ce contexte-là. C'est le corps même qui est malade. Quoi. Le corps qui est malade parce qu'il faut voir, depuis le moment, depuis 92, c'est le système qui est pourri. Bandjougou l'a touché. Depuis 92 à ce jour, même nous à l'époque où nous présentions, c'est les enseignants. C'est les enseignants parce que Alpha Omar Konaré en 92, lorsqu'il est venu, ce sont les réformes. Il a appris. Non, c'est pas les enseignants, ce sont les réformes. Non, c'est les enseignants. Le Mali est devenu un laboratoire, d'expérimentation des réformes. Donc il faut combattre ça. Écoute-moi, je m'explique. Quand le président Konaré est venu au pouvoir, il a voulu, en fait, faire dans chaque village une école. Et lorsqu'ils ont mis, en fait, ils ont mis des écoles un peu partout. Pour recruter les enseignants, ils ont fait quoi? Ils ont apporté un système qu'on appelle la nouvelle école fondamentale. Ouais. Et maintenant, ça s'est passé comment? On recrutait tout le monde. Ceux qui étaient recalés au CP étaient recrutés pour enseigner les enfants. Maintenant, mais les hommes en tant que tels aujourd'hui, le système est là, bien sûr, mais la gente même, l'espèce, il faudrait revoir le système. Il faut que les gens soient formés, réellement formés. Et le problème de l'article 39, c'est ce problème également. Il faut voir, quand vous lisez l'article 39, vous qui êtes instruit, vous comprenez bien le français, mais vous avez de la peine à vous retrouver dedans parce que vous ne savez pas ce qu'ils disent. Réellement, ce n'est pas explicite l'article 39. Lorsqu'on dit qu'on doit mettre au même niveau, lorsqu'on dit au même niveau, on doit mettre au même niveau de salaire et tout le monde, lorsque ceci la bénéficie d'un avantage et du même moment. Parce qu'ils ont un statut particulier. Le problème, c'est quoi? Ils ont un statut particulier. C'est le statut particulier. Mais c'est impossible. C'est impossible. Je n'ai pas terminé. Lorsque vous mettez en place quelque chose, moi je suis enseignant, je ne peux pas être contre les enseignants, je le suis. Mais il faudrait qu'on aille, en fait, il faudrait qu'on soit clair dans tout ce que nous faisons. Déjà, quand vous avez un statut particulier, il y a un autre statut qui n'est pas le vôtre, et vous voulez directement que il y ait en fait une harmonisation. Maintenant, moi, j'aimerais tout simplement dire que j'aimerais appeler les enseignants à demander à ceux-là qui ont élaboré ces textes-là de revoir les textes-là. Moi, parce que tout le monde, dans sa corporation a besoin d'une promotion. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. Donc, Bandjougou, rapidement par rapport à l'application de l'article 39. Baladi Touré, rapidement avec l'application de l'article 39. Non, moi, je ne vais pas évoquer l'application de l'article 39. Mais ce qui est sûr, moi, en tant que, en fait, un Premier ministre, plutôt, Choguel, en tant que Premier ministre politique, lui, il devrait être en mesure au moins d'avoir un cadre d'échange avec les syndicats. Un cadre d'échange. Pourquoi? De mettre en substance des revendications et attendre à ce que le pouvoir soit remis réellement à ceux qui les méritent. Et par la voie des urnes. C'est ce qui aurait été plus important parce qu'il s'est fait beaucoup de problèmes. Il devrait tout simplement mettre un accent sur l'organisation des élections et puis se tirer du jus. Ok. Vraiment solo rapidement sur... sur ce problème, je crois qu'on a tellement discuté sur ce problème. Le problème principal qui s'est posé
ces autorités. L'application de l'article 39 c'est très clair. Ouais, à ces autorités de la transition, depuis qu'elle était venue au pouvoir, elle devait normalement avoir un moratoire avec les partenaires sociaux. D'abord, organiser une assise nationale autour des partenaires sociaux, des syndicats. Avec l'UNTM, je pense que c'est déjà arrivé. Non, ça c'était pas fait. Parce que maintenant, il y a eu de rectification, entre guillemets, comme il parle, que l'UNTM a eu gain de cause avec l'harmonisation de la grille salariale. Parce qu'il faut dire quand même que la chute même de... Donc le problème, c'est vraiment avec les premier groupe. Synergie des syndicats. Donc avec ces sages aussi, comme il a dit, Baladi l'a dit, le Premier ministre Choguel Kogla, dès son arrivée à la primature, devait mettre en place un cadre d'échange avec la synergie. L'État malien est capable? L'État malien n'est pas capable. On sait, l'État malien n'est pas capable. L'économie malienne ne peut pas supporter cet article-là. Pourtant, l'État malien c'est le gouvernement. C'est une politique. Ce sont des politiques qui étaient. C'est pas l'État, c'était des politiques qui étaient là à l'époque, qui ont, pour sauver leur tête, ont initié cette loi-là. C'est une loi de la République. Engager un État dans quelque chose. Exactement, c'est là où on se plaint du Mali, parce que le Mali est géré de façon amateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ne devait pas se faire dans un pays sérieux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'appliquer ou pas? Aujourd'hui, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. S'il ne peut pas l'appliquer, il faut que l'État, comme c'est une loi prise par l'État, il faut prendre encore une autre loi. Pas une ordonnance, parce qu'ils ont pris l'ordonnance. Voilà. Non, les Indiens ne peuvent pas dire net contre une loi. Ils l'ont dit. Non, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont exigé l'application, parce qu'ils voient la loi. C'est une exigence, c'est pas... Voilà, non, ils voient la loi, parce que c'est une loi qui est là, ils ont le papier, tout. Mais maintenant, quand il y a une autre loi qui vient, qui abroge cette loi, ils ne peuvent rien dire, parce que c'est une loi prise par la loi. Voilà, ça va être un autre problème, une autre problématique qui va être soulevée. Ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Ce qui résout le problème, c'est de mettre les enseignants ou c'est de changer le système éducatif. Parce que à cause de l'argent, il faut dire, à cause de l'argent, le Mali est devenu un laboratoire d'expérimentation de toutes les réformes éducatives du monde. Quand Danemark a un projet de réforme d'éducation sur l'éducation, le Danemark amène avec un petit budget, on dit voilà, Mali, on a l'argent, voilà, on est devenu cobaye. Donc il faut cesser ça et de partir avec ce que nous avons comme des... Parce que le Mali, mine de rien, le Mali a des hommes valeureux, des hommes qui sont capables de relever le défi de l'éducation. Donc il faut mettre ces hommes-là... Oublier le népotisme, le favoritisme, tout ce qui est tisme, il faut vraiment favoriser le mérite. Il faut valoriser le mérite et que le mérite gagne aussi au Mali. Merci beaucoup, Bourema Solo. Bandjougou Diabaté, par rapport à l'application de l'article 39, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que seulement c'est un problème de moyens financiers? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, moi, ce débat, je l'ai fait maintes fois avec les enseignants. Je les ai dit que vous-même, vous savez, en âme et conscience, l'État a pris cette loi, vous a berné. D'abord, comment vous, des intellectuels, de surcroît des enseignants, vous qui devrez assurer l'avenir de nos enfants... Mais si on vous dit, Bandjougou, qu'on va vous payer désormais à partir de 1 million, comment est-ce que vous allez... on va faire un engagement. On va faire des engagements, on va signer. C'est ton travail, c'est ta tâche. Écoute, c'est ma tâche, je suis d'accord. Mais il y a des choses, soyons réalistes. Quand tu sais que ça ne peut pas être appliqué, ça ne peut pas être appliqué. Boubou, ce n'est pas pour dire que je le soutiens ou pas. J'ai aimé son courage quand il a dit aux enseignants, c'est impossible de l'appliquer. Les gens l'ont critiqué, les gens l'ont traité de tous les mots. Mais moi, je dis, j'aime bien son courage. Au moins, s'il est sincère, il a dit la vérité. Oui, mais là, c'est Boubou, Premier ministre. Boubou, ministre de l'économie, c'était autre chose. Non, attends. Parce que Soumaïlou Boubou attends. Il avait dit que... Moi, je ne dis pas autre chose. J'ai été clair, j'ai été concis, clair et précis. Je l'ai dit, j'ai aimé son courage de dire l'article, il n'a pas de sous d'appliquer l'article 39. Je parle juste de ça, je ne parle pas de autre chose. Les autres, c'est les commentaires. Mais attends, lui, il me rejoint tout le temps. C'est ce que je vous dis tout le temps. J'ai dit, on est dans un pays où il y a 70% de la population analphabète. Une fois que, souvent, ils font allusion à des gens, je dirais, des mégalomanes,
Parce que les politiciens maliens, c'est des mégalomanes. Non, écoute, attends, c'est le même système qui est là depuis 30 ans. Politique. Non, ils sont là depuis 30 ans. Arrêtez. Nous, on est des jeunes. Hein. Ils nous ont dirigés. Mais aujourd'hui, même nos petits-fils, ils veulent diriger. Il faut que ça cesse. Quels jeunes? C'est des jeunes qu'ils ont mis dans le système, qu'ils ont manipulés. Moi, ces jeunes ne sont pas des références pour moi. Même si tu les mets sur le plateau face à moi, je vais les dire. Modibo Sanogo, par exemple, président du Non, lui, je viens de le rencontrer. Je ne peux pas lui dire ceci, laissez là. Les jeunes dont il parle là, ça, on sait comment ils ont évolué. Bon, ça, c'est autre chose. On ne débat pas de ça, on débat de l'article 39. Alors, Modibo Sanogo, qu'est-ce que vous voudrez ajouter par rapport à tout ce qui vient d'être dit par rapport à l'application de l'article 39? L'application de l'article 39. Alors déjà, je compatis beaucoup à la situation des enseignants, à la situation des enseignants, des parents d'élèves et notamment des élèves. Maintenant, pour être rationnel et honnête, l'application de l'article 39 fera un excédent budgétaire d'environ 50 milliards par an à l'État. Alors, dans les statu quo, c'est vraiment difficile de l'appliquer. Par contre, quelque chose que l'État a fait, qui est à saluer, c'est l'harmonisation de la grille salariale. L'harmonisation de la grille salariale touche même les enseignants. Alors je me dis que déjà c'est quelque chose en attendant l'atteinte de leurs objectifs. Ils peuvent accepter ça. Leur mésintelligence avec le gouvernement ne doit pas empêcher les élèves d'aller à l'école. Et aussi un autre point, c'est l'occasion pour moi de saluer notre ministre de l'Éducation nationale qui a pu organiser les examens sur toute l'étendue du territoire national, chose qui n'avait pas été faite depuis belle lurette. Donc c'est quelque chose aussi à dire, à mentionner. À mentionner, voilà. Ce n'est pas une finalité en soi. Attends, la ministre, il faut pas, mon frère, il faut pas dire que tu la salues pour l'organisation des examens. La réussite. Moi, ça c'est pas une réussite. C'est pas une réussite. Mon frère, j'ai des images corrigées. Écoute, s'il vous plaît, à partir du moment où on arrive à organiser des examens sur toute l'étendue du territoire. Avec qui comme surveillant? Avec qui, comment? Mais ça, c'est pas les examens, mon frère. Moi, je passais devant un centre. Non. Mais je vois comment... ça, c'est même pas les fuites du sujet. Non. On me dit que le sujet a été recopié au tableau. Non, parlons but en blanc. Quand quelque chose est bien, le sujet du DF a été changé. C'est pas bien. C'est le IBK sans IBK. C'est pas bien. C'est nos enfants. C'est le IBK sans IBK. C'est le IBK sans IBK. Je suis désolé. Parce que IBK aussi a fait la même chose en 2019. Parce que chaque année, mais la même ministre a marché avec les enseignants pour l'application de l'article. On est là. La ministre en question. On est là pour parler des examens. Exactement, la ministre en question. Laisse-moi terminer, s'il vous plaît. La ministre en question. On est là pour parler des examens. Tu peux pas dire que Madame la ministre a marché avec les enseignants. Oui, c'est son point de vue. Madame la ministre. Elle a hébergé les enseignants dans sa centrale. Oui. C'est elle qui héberge maintenant les enseignants, parce que les enseignants ont quitté l'UNTM. Ils n'étaient pas affiliés à l'UNTM, mais ils faisaient leurs réunions à l'UNTM dans la cour de bourse de travail. Ils ont quitté là-bas. C'est à la CDTM maintenant, ils font leurs cours, leurs réunions et tout. S'ils avaient beaucoup de personnes. Donc, madame, c'est elle qui a récupéré. Dites-moi. C'est elle qui les a récupérés. Non, dites-moi, comment l'État va appliquer l'article 39 et les mesures qui ont été prises. C'est eux qui ont berné les enseignants. Non. Madame, il était devant. L'harmonisation de la grille salariale, c'est quelque chose ou c'est pas quelque chose? Honnêtement parlé. C'est positif. C'est positif ou c'est pas positif? D'accord. Alors mentionnez lorsqu'il y a des efforts quelque part. Non, mais je suis d'accord. Mentionnez le fait que l'examen a pu... important ce qu'il dit. Si mentionne le fait que l'examen a pu être fait sur toute l'étendue du territoire national, c'est quelque chose. La finalité, ce n'est pas de faire. De quel résultat allons-nous avoir? La finalité, c'est ça. Quel résultat? Le premier. Quel résultat allons-nous avoir? Et si nous avons 10 combats, vous avez 10 combats, alors vous allez engager les 10 combats ensemble ou vous allez faire les combats un à un. Vous allez faire les combats d'abord un à un. Le premier combat, c'était quoi? Si j'ai bien compris, au niveau du ministère de l'Éducation. Le premier combat, c'était quoi? C'est de faire IBK sans IBK? Non, ça, c'est le premier combat. Parce que chaque année, IBK faisait ça. Chaque année, IBK sauvait l'année scolaire, pas l'éducation. Non, moi, je caricature. Non, c'est ça. Il a l'air de critiquer. J'ai envie de justifier à M. Sanogo. Quand quelque chose est bien, Baba, il faut le dire. Baba,
Chaque année, il peut sauver l'éducation, l'année scolaire. On ne parle pas de... Est-ce que pendant combien d'années c'est la même chose. Au nord du pays, ils ont venu pour changer. Ils ont venu pour changer. Pendant combien d'années? Ils ont venu pour changer. Des jeunes du nord, ils ont venu pour changer. Mais c'est quelque chose à saluer si ça a été fait maintenant. C'est quelque chose à saluer. L'uniformisation de la grille salariale, ça aussi on dit positif. Si vous êtes d'accord que c'est positif? C'est positif. Merci au moins pour les autres corporations. Pour les autres corporations, mais ce n'est pas positif pour les enseignants. Alors, pourquoi? Parce qu'ils devaient bénéficier double augmentation et bénéficier l'harmonisation de la grille salariale et leur article 39. Par rapport à je pense que nous sommes tous unanimes sur la table ici, que l'application elle est difficile pour le moment. Ils savent lire entre les lignes si c'était bénéfique. Donc on va parler rapidement de refondation de la nation malienne. Il y a des assises de la refondation qui sont prévues pour bientôt sous la houlette du ministre de la refondation Ibrahim Kassa Maïga. Alors, est-ce qu'il est temps aujourd'hui d'aller vers cette refondation ou d'attendre, en tout cas après les élections, pour aller vers des assises de la refondation Baladji Touré? C'est ce que moi je disais, et pour terminer tout de suite avec le sujet précédent. Parce que la transition doit se fixer tout simplement pour objectif d'organisation des élections, pour ne pas aller en fait vers un régime militaire. Il faut voir, quand je fais un peu un rappel, quand nous étions de voir en 1968, lorsque les militaires venaient au pouvoir, ils ont dit quoi au peuple, ils ont dit quoi aux partenaires internationaux? C'était de rester tout simplement un petit bout de temps pour organiser des élections et puis quitter. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 23 ans au pouvoir. Donc pour ne pas aller dans ça, parce que il faudrait que nous, en fait, que nous partions à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'organiser des élections. Vous soupçonnez les militaires de vouloir prolonger? Non, mais il faut voir, depuis qu'ils sont venus, depuis qu'ils sont là, les choses ne font que s'intensifier en mal. Il faut voir. Du nord au centre, bien vrai, ça c'était Ibeka, mais du centre aujourd'hui, non, du centre, non, tout le monde sait qu'au Mali, il y a eu toujours des groupes pour soutenir des gens. À l'époque où Ibeka était au pouvoir, il y a eu des groupuscules qui ont soutenu Ibeka, qui ont dit qu'Ibeka, on veut vraiment Bourama au pouvoir, on veut Ibeka au pouvoir. Les gens qui étaient sortis la dernière fois, c'était... Non, c'est pas le peuple, ce n'est pas le peuple qui est sorti pour dire aux militaires de rester. C'est une centaine de personnes seulement. Quoi qu'il en soit, que ce soit les militaires ou pas, il y a des gens qui sont également capables. Donc il faut mettre en stand-by la refondation. Non, tout ça, c'est des problèmes parce qu'on ne peut pas aller vers ces assises nationales de refondation en 6 mois, en 5 mois. Il reste combien de temps? Il faut parce qu'il faut tout le Mali, il faut l'implication de tout le Mali. Et maintenant, tout le Mali n'existe pas aujourd'hui. Il y a des zones et sur lesquelles... Peut-être qu'il faut faire avec les zones accessibles. Non, mais les zones qui ne sont pas accessibles. Et ceux qui sont là, qui sont des déplacés, qui sont là, qui ne vivent même pas bien. Est-ce que ceci, quand tu parles, les demander, est-ce qu'ils ont même un point de vue? Ils ont été dépourvus de tout, de toutes les ressources. Est-ce qu'ils sont même en mesure de t'expliquer, de te parler, d'avoir un cadre d'échange avec toi? Ils ne peuvent pas le faire. Donc il faudrait que nous partions vers une organisation, tout simplement, des élections législatives et présidentielles, et que nous sortions de ça. Et maintenant que les gens les acteurs qui sont élus par la voie, qui sont venus par la voie des urnes, que ceux-ci-là soient plus compétents, ceux-ci-là devraient normalement avoir plus de compétences, plus de légitimité pour aller vers les assises nationales que ceux-ci-là aujourd'hui. Pensez-vous qu'il faut suspendre l'organisation d'assises de la refondation? Sogel tient à ces assises parce que tout simplement, Sogel n'a pas participé à la conférence d'entente nationale de 2017. Sogel a refusé de participer au dialogue national inclusif de 2019. C'est pas une question de Sogel. Non, parce que ces assises-là, c'est lui qui veut. C'est lui qui veut. Non, personne n'a. Mokhtar n'a pas dit des assises nationales. C'est mais quand même de la refondation et des réformes pour. Oui, ça c'est des ministres. On avait mis. Exactement. Pour refonder le pays, ils avaient mis un ministère pour ça. Mais des assises nationales pour la refondation, c'est ce qu'il le veut de tout son corps, de toute son âme. C'est pour que la refondation soit inclusive, certainement. Non, comment inclusive? Un département seul ne peut pas gérer. Imagine aujourd'hui, comme mon confrère l'a dit,
il faut, dans 6 mois, il faut organiser des élections législatives, présidentielles et législatives, laisser la place. Au lieu de ça, vous êtes là à éparpiller vos efforts sur des choses qui puissent attendre après les élections. Ce n'est pas le rôle de Sogel de faire la mission principale. La principale mission de la transition doit être l'organisation des élections présidentielles et législatives. Après, maintenant, créer des conditions. Comment maintenant créer des conditions pour organiser ces élections? C'est ça la priorité. Oui, il y a la décision politique qui est sortie. En tout cas, Sogel a décidé d'aller vers la création d'un organe unique de gestion des élections. Mais ça c'est des outils de gestion des élections. Voilà. Mais sur l'aspect sécuritaire, comme tu l'as dit, vous l'avez dit aujourd'hui, quand on dépasse maintenant Ségou, tous les autres zones, c'est considéré comme des zones rouges. Les élections ont été organisées en 2018 quand même. Hein? Oui, mais c'est pourquoi il n'y a pas eu de légitimité en tant que telle. C'est ça même, d'abord, les premiers problèmes d'IBK. Non, le problème d'IBK a commencé à avoir des problèmes là-bas. C'était lié. Non, comme il y a eu combien de mois de manifestations. Soumela a conduit combien de mois de manifestations. Nous, on a manifesté ici à Bamako. Soumela a refusé de reconnaître ses résultats. Vous faisiez partie des manifestants. Bon, on est journaliste, on a suivi quand même les cortèges. Donc, ce que je dis, la transition, les autorités de la transition doivent créer des conditions pour organiser les élections et laisser le gouvernement légitime, le président légitime, de faire maintenant, de mettre la base d'une nouvelle... D'accord. Alors, Bandjougou Diabaté, certains observateurs maliens avaient déjà dit bien avant que, en tout cas, un régime démocratiquement élu, en tout cas un pouvoir élu, ne pouvait pas conduire véritablement des élections, des réformes, tout simplement parce qu'ils ont des intérêts politiques à défendre. Il faut donc une transition pour pouvoir aller vers des réformes. Et nous avons cette transition-là, et les gens disent non, il faut attendre qu'on ait un pouvoir légitime. Qu'est-ce que le Malien veut réellement? Le Malien ne sait même pas ce qu'il veut. C'est ça le problème même du Malien. Parce que, comme mes deux confrères qui m'ont précédé viennent de le dire, moi, j'ai été surpris quand Assimi, lors de son investiture, les discours qu'il a prononcés, les phrases populistes qu'il a prononcées, non, je renonce à 50%, fonds souveraineté, non. On va faire ça, c'est du folklore. Pour moi, c'est du folklore. Ça réduit quand même le train de vie de l'État. Non, écoute, ça ne réduit rien. Mais tu as la main dans le budget, tu vas réduire quoi? Écoute, les missions premières et finales. Donc, ce n'est pas un effort important. Non, c'est d'organiser. Si on ne le fait pas aussi, les gens disent non. C'est organiser les élections et parti. Du moment où l'argent est sorti du budget. Je te passe la parole. Aujourd'hui, on va nous parler des réformes, tout ça. Bien avant eux, le président qu'ils ont enlevé, ils avaient parlé de ces réformes. Pourquoi à ce moment, ils n'ont pas accepté? Ils ont parlé de la révision constitutionnelle. Pourquoi ils n'ont pas accepté à ce moment? En 2017, on a aujourd'hui, ils nous viennent parler des mêmes propos. Ils viennent nous tenir des mêmes propos. Non, la refondation a été refusée par Ante Abana. Non, c'est pas des choses. C'est étrange. Surtout Ante Abana. Ante Abana était dirigé par qui? Par les Sogel. Non, franchement, Sogel était avec Ibeka. Sogel était avec Ibeka même. On va parler de refondation, réconciliation. On est en guerre avec qui? Trop, c'est trop. On est, je ne sais pas, refonder quoi, refonder qui? Le problème, on va revenir vers toi tout de suite. On finit les élections, on fasse les élections et qu'ils partent. Les militaires retournent dans les casernes. Ils n'ont qu'à mieux se former, mieux se préparer pour sécuriser le pays et le peuple. Merci Bandjougou. Alors Mouroubo Sanogo, rapidement, qu'est-ce que vous voudrez ajouter à tout cela? Parce que quand même, il est clair que la refondation, elle est nécessaire aujourd'hui, elle est capitale, elle est même existentielle pour le Mali. Qu'est-ce que vous direz? Est-ce qu'il faut suspendre l'organisation des assises sur la refondation ou il faut aller directement à ces assises-là pour impliquer davantage l'ensemble des communautés maliennes? Ok. Commençons par un constat banal. La défiance. Comme vous pouvez le constater, c'est devenu le maître mot. En réalité, nous sommes défiants de tout, de la politique, des religieux, des réformes institutionnelles. Nous sommes défiants même de la justice. Et quant à moi,
Mon inquiétude, c'est venu en 2018 lorsque j'ai vu en réalité la démocratie s'est dégradée en une silencieuse oligarchie. Et à l'heure du temps où il y a des jeunes qui pensent, qui ont la vision de Modibo Keïta ou de Thomas Sankara, on s'attendait à beaucoup mieux que ça. Et quand on parle de réforme constitutionnelle, maintenant, pendant le régime d'Ibeka, tout le monde pensait à quoi? S'il faisait les réformes, c'était pour avoir un troisième mandat. Par contre, un pouvoir transitoire, nous savons que... Par contre, un pouvoir transitoire, nous savons qu'il n'y a pas de lendemain. Dans un pouvoir transitoire, il n'y a pas de lendemain. Alors, si les réformes sont tenues maintenant, une chose est sûre, cela ne va arranger personne. Pas le prochain président qui sera là, parce qu'on ne dira pas qu'il voulait se présenter ou qu'il a l'intention de se présenter. Et pendant la transition, il n'y a pas un parti qui sera privilégié, parce que le pouvoir n'est pas actuellement avec les politiques, mais c'est avec des militaires. Et ils n'ont pas vocation de gouverner. Donc moi, je suis pour une refondation pendant la transition, pour permettre aux jeunes qui ont des ambitions politiques de partir aux législatives, de partir au communal, de se présenter et de gagner les élections. Parce que ce que nous avons vu en 2018... Donc le système actuel ne permet pas cela? Le système actuel ne permet pas cela. D'accord, très bien. Alors, c'est son analyse. Rapidement, pour aller avec son analyse. Moi, j'aimerais un peu toucher un aspect que Bandjougou a pris en compte. Il s'agit en fait de la réduction du train de vie. Lorsqu'ils ont dit qu'ils vont, le fonds de souveraineté, et il y a une partie 50% serrée, mais là c'est du folklore parce que quand tu essaies de voir, et ils ne sont pas en fait en posture d'apporter un changement, parce que le changement aurait été quoi? Aurait été de changer tout simplement les textes que Ibeka a adoptés, qui augmentaient le fonds de souveraineté, les salaires du président de la République, les anciens présidents, le président de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de l'Assemblée nationale. C'était ça qui aurait été salutaire. Et c'est avec ça qu'on pourrait parler de changement. Mais dire que ça, c'était un don. C'est même pas un don, c'est des mesures populistes. Ça, c'est du don, effectivement. Voilà, parce que, imagine-toi, ils n'ont rien réduit. Ils n'ont rien réduit de leur train de vie, mais tout simplement, c'est par le vouloir, ils vont décider, bon, je vais donner 50 millions, je vais donner un château d'eau à celui-ci, je vais rénover l'école là-bas. Ça n'a pas d'importance. Il faudrait que les textes, il faudrait que le changement soit déterminé par les textes. Alors, on va clore ce débat avec ce dernier sujet qui est, en tout cas, un sujet international, la situation géopolitique en Afghanistan. Ce qui se passe en Afghanistan mérite d'être, en tout cas, évoqué dans ce débat-là parce que ça touche directement, en tout cas, à la situation qui prévaut au Sahel avec le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Et au Mali, il a été question du retrait des troupes françaises. Alors, Baladji Touré, rapidement, quelle est votre lecture de la situation en Afghanistan par rapport à la situation dans la bande sahélo-saharienne? Non, en fait, la victoire des talibans détermine l'échec tout simplement des Américains. Parce que quand tu essaies de faire ton analyse, et contrairement au Mali, c'est différent parce que les talibans ont eu à gérer le pouvoir, ont eu à être là. Ils ont été éjectés par les Américains. Donc, ils n'avaient que pour objectif d'exclure, de combattre les Américains. Et le président qui était là, ce n'était pas un président élu, soit qui était là au compte des Afghans, était là tout simplement au compte des Américains. Donc il faudrait voir en ce président pas un Afghan mais plutôt un Américain. Donc c'était une main cachée des États-Unis d'Amérique. Ils ont été en Afghanistan. C'est en quelque sorte une victoire du peuple afghan, mais il faudrait que nous sortions du jeu des Occidentaux. Chaque moment où ils perdent, ils disent que ce régime, soit ceux-là sont vraiment très mauvais et ils ne vont pas aller vers une gouvernance occidentale. Mais est-ce que le fait d'aller vers une gouvernance occidentale est synonyme de développement? Non, pas du tout. Pas du tout. Bien sûr. Et les Occidentaux, aujourd'hui, collaborent avec l'Arabie Saoudite
qui est un État islamique. Les Occidentaux collaborent avec d'autres nations. Mais les Afghans également ont, en fait, c'est un courant politique. Les talibans sont venus avec leur conception, leur doctrine. Donc, ils veulent mettre en application cette doctrine. Ils prennent quand même une justice expéditive qui est utilisée de façon sommaire. Ça ne veut pas dire que... C'est la charia. Ça ne veut pas dire que c'est des terroristes. Par cette occupation du pouvoir, on ne doit pas du tout les qualifier de terroristes comme le font les Occidentaux. Ceux qui appliquent la charia ne sont pas des terroristes, c'est ça? Non, ils ne sont pas. Mais en Arabie Saoudite, la charia est appliquée là-bas. Voilà, mais pourquoi les Américains et les Français c'est important à préciser. Pourquoi aujourd'hui la charia est appliquée en Arabie Saoudite? Les Américains qui sont les plus grands amis des Saoudiens ne qualifient pas ces Saoudiens-là. La charia peut être appliquée au Mali? Moi, je ne vais pas rentrer. Non, le Mali est un État laïque. Le Mali a ses musulmans. Le Mali a ses principes. Le Mali contrairement à l'Afghanistan, les talibans sont très nombreux. Bien avant, les talibans n'étaient pas comme aujourd'hui sont les terroristes un peu partout dans les hameaux, un peu au recul. Mais les Afghans, et plutôt les talibans, étaient dans les capitales, dans les villes, dans les districts, étaient un peu partout les talibans. C'était un courant tout simplement, un courant politique, et qu'ils ont voulu mettre en place. Donc ils ont combattu les Américains. Aujourd'hui, ils ont pris le devant. Ils gèrent maintenant, ils veulent gérer leur pays en leur manière. Merci beaucoup, Baladji Touré. Bourema Soulou, ceux qui prônent l'application de la charia ne sont pas que des terroristes au Mali. Ils sont peut-être nombreux, on ne le sait pas. Ceux qui veulent en tout cas l'application de la charia. Est-ce que ces gens-là méritent d'être au pouvoir aujourd'hui pour calmer les choses? Peut-être après le retrait des troupes françaises, est-ce que cela risquerait d'arriver? Est-ce que cela vous gênerait? Le problème qu'on se pose, la comparaison qu'on est en train de faire de la situation qui se passe en Afghanistan et celle que le Mali vit n'est pas tenable. Dans la mesure où, comme Baladji l'a dit, en Afghanistan, les talibans sont des Afghans. Il faut le préciser. Des Pashtuns, pour la plupart. Voilà, ce sont des Afghans, ils ont la nationalité afghane, voilà, c'est leur pays, quoi. Et ils ont eu à gérer le pays, comme on l'a dit, de 1996 en 2001. C'est eux qui géraient le pays. Au Mali, ici, on a quoi? On a Iyad Agali, qui est entre guillemets, qui est dans... il est malien. Mais non, il est malien. Non, on parle des chefs. Des chefs, parce que les autres là sont des combattants qui, comme nous, on a nos lacours, on a nos caporaux et tout. Les chefs djihadistes, les chefs terroristes ou djihadistes qu'on a ici au Mali, Iyad Agali et Amadou Koufa. Les gens savent ces deux-là. Et on sait que les principaux acteurs terroristes ou djihadistes au Mali sont soit des Mauritaniens ou des Algériens qui contrôlent dans la bande, aujourd'hui, qui ne sont pas maliens. On a toujours parlé de Amadou Koufa qui est malien, voilà, et Iyad Agali qui est malien. Ces deux-là ne peuvent pas venir au pouvoir sans leurs alliés, de la les talibans aussi ont des alliés. Voilà, mais c'est courant politique, idéologique entre Pakistan et Afghanistan, partagé. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des vrais Afghans. Donc au Mali, est-ce qu'on a ce genre de groupes qui sont capables et structurés comme les talibans qui peuvent venir jusqu'à Bamako pour gouverner? Je ne crois pas. Même si la France s'est dérobée, enfin, s'est retirée, ou la communauté internationale s'est retirée, parce que tout simplement, ils n'ont jamais gouverné le Mali. Et de deux, ils ne sont pas ceux qui sont à la tête, ceux que nous, on le voit comme des leaders. Sur le terrain, ils ne sont pas les leaders. Amadou Koufa et Iyad, ils ne sont pas les leaders. Ils ont leur chef. Merci beaucoup. Voilà. Bandjougou Diabaté, certains groupes, en tout cas armés, terroristes, demandent le retrait des troupes étrangères du Mali pour aller vers, en tout cas, un dialogue avec leurs frères ou leurs sœurs, en tout cas maliens, qui sont là. Est-ce que vous pensez que le retrait des troupes françaises arrangerait les choses, ou des troupes étrangères? Ça dépend. Ça dépend. Peut-être si ils partent, au moins nos soldats auront la ferme conviction de dire qu'ils vont se battre réellement pour le pays. Donc actuellement, c'est à cause des troupes... Non, j'ai dit ça dépend. Soit s'ils restent, ils vont nous aider à nous combattre, mais de préférence, il faut qu'ils restent.
Ne nous cachons pas la vérité. S'ils partent aujourd'hui, ça serait le désastre pour le Mali. Disons-nous la vérité. Mais aujourd'hui... Ce sera comme en Afghanistan? Non, bon, pas en Afghanistan. Le Mali peut pas être comme Afghanistan. C'est ce que j'ai dit. Il faut toujours faire attention au jeu des mots des médias occidentaux, internationaux. Tu vois, c'est très dangereux. Déjà, il y a eu le cas d'Afghanistan. Ils se sont précipités pour dire... Est-ce que le cas peut arriver au Mali? Est-ce que ça ne va pas inspirer les terroristes au Mali, dans le Sahel? Je dis non. Les réalités ne sont pas pareilles. Il n'y a pas que les médias occidentaux qui en parlent. Non, mais c'est normal, parce que c'est eux qui posent d'abord le jalon. Et nous, ici, parce qu'il y a un problème. Les médias aussi, il faut que les journalistes, parfois, arrivent à être des patriotes pour l'intérêt du pays. Parce qu'aujourd'hui, là où on est, c'est la survie du Mali qui est en jeu. C'est vrai, il y a des propos que nous tenons tous, mais nous devrons faire attention. Même si c'est la vérité qu'on le dit, mais il faut qu'on garde cette raison pour sauvegarder l'image du Mali. Disons-nous, c'est vrai, aujourd'hui, ça ne va pas. C'est une triste réalité. Même aujourd'hui, tu parles du dialogue, tout ça. Moi, je me dis, c'est des problèmes que nous, un pays de culture, tradition qui est reconnu sur le plan mondial, ce problème ne doit pas avoir lieu. Toi, tu es Maïga aujourd'hui. Lui, il est Dogon. Je sais qu'il y a une alliance entre vous. C'est impossible que lui prenne une Kalachnikov qui va tirer sur toi. C'est impossible. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Hein? Non, mais parce qu'ils ont manipulé des gens. Et ces facteurs-là, il faut que nous... Qui a manipulé qui? Mais c'est toujours les politiques. C'est les politiques qui ont manipulé les groupes armés. Mais aujourd'hui, moi, quand je vois, on me dit les Peuls, Dogon, ceci, j'ai dit, mais arrêtez votre folklore. Envoyez-les un bozo. Envoyez-les un bozo. Ou un forgeron. Un forgeron. Ça, c'est des traditions qui existent. Ce n'est pas forcément la guerre qu'on le finit avec les armes. Les éléments armés là-bas, ils ne sont pas dans la logique de Sinanguya. S'ils sont maliens? Ils sont dans la logique. Je peux le confirmer. S'ils sont maliens? Ils sont maliens, je peux le confirmer. Alors, j'ai été une fois au nord, je ne dirais pas la région. Quand je suis arrivé, en quelle année? Il y a 3 ans. Voilà. Quand je suis arrivé, je ne me sentais pas bien. J'étais avec des groupes armés. Ce qu'on dit des rebelles, des terroristes, j'étais avec eux. Il y a des rebelles et les terroristes. Oui, j'étais avec eux. C'est différent, on est d'accord. Attends, ils sont tous dans la même assiette là. Non, attends. Ils sont venus par le canal de qui? Ils sont venus par le canal des rebelles. C'est des rebelles. Voilà. C'est des rebelles. C'est des rebelles. Un rebelle, c'est un rebelle. C'est des alliés. C'est des séparatistes. Ce sont des alliés. C'est des alliés. Attendez, la rébellion. Laisse-moi t'expliquer mon histoire que tu vas trouver passionnant. C'est la rébellion, quelqu'un qui s'est révélé. C'est tout. Oui, voilà. Oui, c'est des insurrections. Quand on parle de rébellion, on parle des séparatistes. Voilà, c'est les rebelles. La partition du pays. Bon, attends, je vais te raconter mon histoire pour dire que... Nous, quand on parle du groupe rebelle en général, on parle du mouvement national de libération de l'Azawad, on parle du MSA, du mouvement pour le salut de l'Azawad, mais on ne parle pas de l'IGS par exemple, on ne parle pas non plus d'Ansardine. Attends, ça c'est un autre débat, on ne va pas rentrer de ça. Je vais t'expliquer rapidement pour te dire que la culture là, on croit que ces hommes armés là ne croient pas à la tradition, ils le croient. Je ne me sentais pas bien, j'ai dit au gars, bon moi je ne me sens pas bien, j'ai besoin d'un jus pour avoir un peu la forme quoi. Il me dit pourquoi? J'ai dit non. Il me dit tu n'as pas le droit d'être là-bas. Je lui ai dit une phrase, j'ai dit moi j'ai le droit d'être partout où je veux au Mali ici. Il dit pourquoi? J'ai dit parce que je suis un diabaté. Il dit j'ai le droit d'être là où je veux, au Mali. C'est mon territoire ici. Je te jure, il m'a regardé. Il dit, toi, on ne peut rien te faire. Tu es chez toi. Fais tout ce que tu veux. Même si tu veux une femme, on va te donner. Tu veux une maison, on va te donner. Mais pourquoi on ne joue pas sur ces aspects de la tradition? On veut toujours rendre ça l'option militaire. La guerre, c'est ça. Aujourd'hui, on parle du cas d'Afghanistan qu'on parle. Trump que tout le monde a insulté pour dire il est bête, il est stupide, il n'est pas intelligent. Mais il commençait à trouver une solution au problème. Ouais, c'est lui qui a engagé la discussion. Il a commencé, mais il n'a pas appliqué la manière violente, contrairement à ce que les gens y croient. Aujourd'hui, Joe Biden, une seule phrase qu'il a prononcée, je vais faire entrer tous mes soldats. Voilà le désastre. Alors que tout se négocie sur cette terre. On ne règle pas tout avec la violence. Aujourd'hui, pour négocier avec les groupes armés terroristes, il faut être sûr
de pouvoir accepter, je vous le jure, de laisser une partie du Mali sous l'application de la charia. Je vous le jure, c'est pas forcé. On a parlé que l'État a délaissé ces zones rurales là. Je vais te dire quelque chose. Tant que on ne valorise pas nos chefs coutumiers, tant que on ne valorise pas nos chefs traditionnels, tant que on ne retourne pas nos valeurs, ces zones-là seront toujours... Valoriser les chefs coutumiers, ça veut dire quoi? On ne les met pas dans les droits. Aujourd'hui, même si les rebelles ils attaquent ces zones-là, remarque toujours, les chefs coutumiers, les chefs traditionnels sont toujours épargnés. La plupart sont épargnés. Il faut faire très très attention parce qu'aujourd'hui, les groupes armés terroristes, tu vas les trouver dans une zone, ils viennent chercher les troupeaux des gens, ils vont chercher le troupeau du chef du village. Pour prendre ça et l'amener. Non, pourquoi la donne est en train de changer. C'est pour juste de dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre énormément de terrain. Mais bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit il faut les valoriser dès le départ. Si on les avait mis en contribution, on n'allait pas arriver là. Parce que pour sécuriser d'abord un village, c'est le responsable. Si tu ne le mets pas en contribution. Il faut mettre les gens dans les conditions. C'est bien sûr quand même, on peut avoir des solutions endogènes. On peut avoir des solutions endogènes. La solution, c'est endogène. C'est pas forcément militaire. On est d'accord sur ça. Modibo Sanogo, rapidement par rapport à la situation qui prévaut en Afghanistan, quel est le lien que vous feriez, vous, entre ce qui se passe en Afghanistan et ce qui se passe au Mali? Alors, le lien que ce qui pourrait se passer au Mali. Alors, le lien serait que déjà, les Américains ont fait près de 20 ans en Afghanistan. Et vers 2020, il y a eu un accord entre le gouvernement et les talibans. Alors, c'était la sécession, qu'ils arrêtent de faire la guerre pour la paix et que l'OTAN se retire. Et l'OTAN a commencé à se retirer. Et qu'est-ce que nous avons vu après ça? Il y a eu l'attaque des djihadistes contre le gouvernement et le président, il a fui. Alors, il faut constater que l'armée afghane, en réalité, n'existait presque pas. C'est l'armée américaine qui était là sur le terrain. Alors, l'analyse que nous pouvons faire avec le Mali, c'est que nos hommes ne doivent jamais être en retrait. Ils doivent toujours être présents et prêts à tout pour sauver le pays. C'est-à-dire, quand je dis prêts à tout pour sauver le pays, à un moment, vous avez mentionné le fait que les troupes étrangères qui sont au Mali se retirent. Alors, s'ils se retirent, au moment où ils doivent se retirer, que cela trouve que nous sommes déjà prêts pour la sécurisation de toute l'étendue du territoire. Il faut préparer l'après. Exact, il faut commencer à préparer l'après. Bon, nous ne sommes pas des militaires, je suppose qu'ils sont déjà informés de ça. Ils savent à quoi s'attendre au cas où. Aussi brutal comme celui des Américains. Non, je ne dirais pas que le retrait des Américains n'était pas brutal. Ils vont changer les techniques parce que... C'était progressif. Oui, parce que le retrait n'était pas brutal, c'était progressif. Depuis 2020, ils avaient commencé à avoir moins d'effectifs là-bas. Seulement l'armée afghane n'était pas prête à faire face aux talibans. Pour le cas vous pensez que le Mali est capable, les forces armées maliennes aujourd'hui sont assez mûres pour assurer la sécurité du pays? C'est une question bête. L'armée malienne ne faillira jamais face aux séparatistes. Jamais. Et aux groupes armés terroristes? Aux groupes jamais. Le problème, Baba, jamais. Baba, le problème, c'est quoi? Le problème, la France, le retrait de la France, c'est en quelque sorte, c'est une mutation en fait. C'était seulement la France, c'était seulement la force du Barkhane qui était là. Maintenant, nous devons aller dans une force multinationale appelée Takuba. Donc, le Takuba va y rester. Il y aurait des forces spéciales françaises au sein de la force Takuba. Au sein de Takuba qui va y rester. Donc, le Mali quand même aura quand même bénéficié pas mal d'années. Peut-être des outils ou parce qu'ils ne connaissent pas bien le terrain. C'est ça. La force Takuba ne va pas du tout maîtriser le terrain, à mon avis, à mon humble avis. Au contraire, c'est eux qui donnent les renseignements à nos oui, les renseignements sur le plan renseignement, je suis d'accord, mais je vais dire... C'est la raison pour laquelle ils connaissent nos hommes sont toujours sur le terrain. Voilà, nos hommes sont sur le terrain, mais si on nous dit qu'ils ont des problèmes de communication, ils ont des problèmes de renseignement, pour aller attaquer leurs cibles, il faut que l'information vienne d'ailleurs. Ça, il faut corriger tout ça. C'est vrai, on a confiance en notre armée, mais disons-nous la vérité, il faut corriger ces petits... Voilà. Surtout parce que pour contrôler d'abord le monde, il faut contrôler la communication. Merci beaucoup, merci Bandjougou. C'est ce qui met donc fin à ce débat politique
Alafia Hebdo, c'est votre émission politique qui est diffusée tous les samedis à partir de 21h30 ou à partir de 21h15, je vais dire, sur Alafia TV, Canal Plus 235. Aujourd'hui, nous avons reçu sur ce plateau Baladji Touré, il est le directeur de publication du journal Reflet d'Afrique. Nous avons également reçu sur ce plateau Bourema Soulo, qui est également journaliste. Ensuite, nous avons reçu sur le plateau Bandjougou Diabaté, il est également journaliste. Et enfin, nous avons reçu sur ce plateau le président du mouvement Mali Renaissance, ancien secrétaire général adjoint du Bureau national de la jeunesse du parti ADP Maliba Modibo Sanogo. Merci infiniment à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Baladji Touré, merci. Merci. Bourema Soule, merci infiniment. Merci de nous avoir invités. Alors, Bandjougou Diabaté, merci. Merci. Voilà, Modibo Sanogo, merci. J'espère vous revoir une autre fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Sur ce même plateau. Merci et à bientôt.